soirée des prix Christophe Pralon et Olivier Cadot. C'est un honneur pour moi de vous accueillir ici à HEC Lausanne. Je suis Laetitia des alumni HEC. Bienvenue, soyez vraiment bienvenus. Le prix Christophe Pralon et Olivier Cadot, il y a 2 prix. Ils sont destinés à aider un ou plusieurs étudiants, un groupe d'étudiants, à réaliser un projet social, entrepreneurial ou académique dans un pays émergent. Ce soir, cette soirée est pour vraiment mettre en lumière les lauréats de 2024. Nous aimons faire cette soirée après qu'ils aient effectivement été sur le terrain et réalisé leur projet, pour avoir aussi leur vécu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens sur place, mais aussi pour eux. Donc, la première partie sera la présentation des 4 projets récompensés. Ensuite, les petits projets peuvent devenir grands. Donc, je remercie Aurélien Demoret qui va nous présenter, partager son expérience, surtout par rapport à EcoRobotics. On en reviendra, c'est dans la deuxième partie, et l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Et finalement, on terminera avec l'appel à projet 2025, parce que oui, ce prix continue, ces prix continuent. Donc, pour lancer cette soirée, j'aimerais d'abord appeler Hadj Raja Onarivo des alumni HEC, juste pour un petit bienvenue. Voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue au nom de l'association des alumni de HEC Lausanne et vous remercier d'être là. On se réjouit d'avoir l'occasion de découvrir les projets des lauréats que je félicite encore une fois. J'en profiterai et je laisserai d'autres collègues parler des 2 prix, mais pour souhaiter la bienvenue à ces 4 porteurs de projets ou porteuses de projets. On est très content d'être associés à ces 2 prix qui sont à la fois représentants d'un professeur de notre alma mater et puis d'un ancien alumni. Et ça nous tient à cœur de poursuivre ces efforts, notamment grâce aussi au travail du bureau de l'association représenté par Laetitia, la directrice, et puis on a notre assistante, Séraphine. Merci aussi pour l'organisation de la soirée. Et puis bienvenue de ma part aussi à Aurélien, diplômé 04, donc c'est 2004. Hein. À voir. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire beaucoup plus. Remercier aussi les collègues du jury dont je fais partie. Mais je crois qu'on aura l'occasion aussi de les repérer un petit peu plus tard dans le courant de la soirée. Et donc, moi, je passe la parole à Christian, c'est ça? Voilà. Parfait. Alors, mon nom est Christian Filippini. Je suis le secrétaire général de l'association Christophe Pralon. J'ai tout dit. Donc, merci. Je ne vais pas refaire tous les remerciements parce que vous en avez déjà reçu 2, il va y en avoir plusieurs après, mais c'est très sympa d'être là. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour qui ne connaîtrait pas encore le prix Christophe Pralon. On l'a créé, c'est pas moi d'ailleurs, c'est une amie à moi qui l'a créé il y a 18 ans, en mémoire de son mari, Christophe Pralon, qui est là, qui était un de mes amis d'ailleurs, et qui est parti au Niger avec sa jeune épouse pour faire des projets en voie de développement dans un pays en voie de développement qui était le Niger, et qui malheureusement a eu un accident sur place et qui est décédé une année après son arrivée. Et donc, cette amie à moi, qui est donc devenue veuve après 1 an, a décidé, il y a 18 ans, de créer un prix à sa mémoire pour justement se souvenir de son mari, mais aussi de ce qu'il disait, c'est-à-dire que si chacun de nous donne un petit peu de soi, on peut changer le monde. Et c'est ça le message. Et chacun d'entre vous, les 4 lauréats, vous avez réussi à faire ça dans vos domaines, dans plusieurs pays différents, dans plusieurs continents différents. Et c'est ce qu'ont fait les autres qui ont passé avant vous pendant ces 18 dernières années. Donc, on est très fiers de ce travail et on s'est associé depuis maintenant, ça fait 3 ans, avec le prix cadeau dont on va vous parler. Mais c'est le même principe, c'est de dire que si chacun met un petit peu de sien, on peut faire des grandes choses. Notre but, ce n'est pas de changer le monde, mais c'est de changer le monde pour certaines personnes. Ça peut être 10, 20, 30, 100. Et ces gens-là, tous les projets qu'on a, vous verrez si jamais ça vous intéresse pour Apply, pour participer. J'ai une brochure que ce qu'on a fait après les 10 ans. Donc, il y a une quinzaine de projets là. On peut en discuter. Je suis à votre disposition.
Je remercie les membres du jury qui sont extraordinaires, Madeleine qui est extraordinaire, tout le monde est extraordinaire. C'est tous des gens qui sont bénévoles et qui font ça en dehors de leur temps pour essayer de changer un peu le monde et on est très fiers de ça. Merci. Voilà, bonsoir à tout le monde, bienvenue. J'ai été invité par le décanat de la faculté des HEC à vous souhaiter la bienvenue au nom de la faculté. Je suis professeur de cette faculté et j'ai aussi le plaisir particulier de vous parler du prix Olivier Cadieux, le deuxième prix qu'on a décerné aujourd'hui, à l'honneur d'un ami à moi et un ex-collègue, Olivier Cadieux, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, il y a 5 ans, après 20 ans de service de professeur d'économie internationale et économie du développement, à qui je sais que les projets qu'on va découvrir aujourd'hui tiennent vraiment à cœur. C'était vraiment sur la ligne de ses recherches et de ses passions. Il est parmi nous dans l'esprit, mais aussi avec sa famille, et j'aimerais vraiment dire un mot de bienvenue particulier à son épouse Marie, à ses 2 filles, Selma et Madia, qui sont avec nous, et le grand événement d'aujourd'hui, sa petite fille qui vient d'avoir un mois, qui nous a rejoint, et j'espère qu'il est en train de découvrir la passion pour ce genre de projet. Bienvenue à vous. Aussi remercier les sponsors de ce prix, donc le service des relations internationales de l'Université de Lausanne, ainsi que la faculté des HEC qui cofinance ce prix. Merci à tout le monde. Merci Laetitia. Merci Marius. Comme je vous ai dit, ce soir, c'est surtout les lauréats pour commencer. Donc, cette année, il y a 2 prix, mais il y a 4 lauréats. Il y a 5 personnes, ça fait 4 projets. Et nous allons donc maintenant avoir le privilège de les entendre. Nous allons commencer avec Johanna Angeles, qui est étudiante en master en International Development Studies à l'IHEID, Graduate Institute. On ne peut pas dire Graduate Institute, c'est plus facile, hein? À Genève. If you would like to come, Stitching Hope, Empowering Survivors through Sewing. Before I begin, I just want to inform you that this presentation does mention child sexual abuse and exploitation. So if you need a minute or if you need to step out, please feel free to do so. So the Philippines faces a critical crisis in the form of sexual abuse and exploitation of children. Every year, 7 million children are estimated to be sexually abused, with girls disproportionately affected, accounting for 98% of these cases. These staggering statistics really illuminate the harsh realities faced by vulnerable children, even more so children living on the streets. Good evening, my name is Johanna Angeles. I'm a student from the Geneva Graduate Institute, and tonight it's my honor to talk about Stitching Hope, a way of empowering girl survivors of violence through the art of sewing. There's Excuse us, we are just recording this for posterity. in the Philippines, there is a significant gap between the demand for rehabilitation services and the capacity for the government to provide them. In response to this challenge, my partner organization, Tahanan Santa Luisa, has emerged as a pivotal resource.
Tahanan Santa Luisa is a crisis intervention and recovery center for street girls who've been physically, sexually abused, prostituted, or trafficked. One of the methods Tahanan utilizes for rehabilitation is art therapy. It has been proven to help heal girls from their trauma. As a result, our collaboration really focused on scaling up their sewing social enterprise while incorporating skill development workshops and increasing public awareness about the plight of these young girls. The goal of Stitching Hope is to simultaneously promote skill development, economic interdependence, and mental health promotion as a holistic way of empowering survivors. And our long-term objective for them is to successfully recover from trauma, as well as to successfully reintegrate back into the community. Our hope is for every girl, once they leave the shelter or age out of it, to be able to live independently and to not be a part of that cycle of abuse and exploitation again. So the first element of our project focuses on scaling up the sewing social enterprise. This process involves repairing machines and sourcing supplies. So with the staff of Tahanan Santa Luisa and some of the girls, we visited local businesses to purchase fabrics as well as sewing accessories. This really enabled us not only to ensure that the program is equipped with the necessary materials for the project, but also it helped us support local businesses by fostering community relationships. The second element is the skills workshops. Through this element, the girls learned advanced sewing skills. They learned how to effectively price products. They learned how to stitch complex designs, how to create patterns, and how to cut fabrics efficiently. While the girls prior to these workshops learned basic sewing, this really helped them enhance that skill more, creating products that are market ready. We also had a session on financial literacy, focusing on budget, savings, as well as income management. On the right, you can also see the crochet session that they specifically requested. They learned how to crochet coasters, headbands, and earrings like the ones I'm wearing today. Yes, and this provided them with another avenue for creativity as well as income generation. The third element of my project is increasing public awareness. We attended several tabling events. A standout event is the Kiddopreneur, which is basically an event that allows the girls to gain hands-on experience on entrepreneurship. They learned how to create their pitch, how to sell their products by themselves alongside other children. And the feedback that I got from the staff members, this is a way for the girls to feel normal, just being with children who have not undergone abuse or exploitation. Now that I've discussed the key elements of my project, I just wanted to briefly go over the sustainability model. The sustainability model revolves around a reinvestment. Basically, funds from the sales are reinvested back into the program. Additionally, a portion of the profit would go to individual savings account of these girls. And this approach not only ensures that the program will be self-sustaining, but it also ensures that the girls would have a bit of financial backing once they age out and go back, reintegrate to the community. And overall, sewing is not just a skill. For them, it's a lifeline. They say art is something that heals, but in this case, art is also something that empowers survivors by giving them the skills necessary to live a brighter, better future. So on behalf of Tahanan Santa Luisa, I would like to extend my deepest gratitude for this organization and to you all for supporting us and making this project into a reality. Please feel free to connect with me and with Tahanan Santa Luisa to learn more about their impactful work. Thank you. One question. What did it bring to you? Academically,
I was able to apply the knowledge I got from my workshops that I learned at the Graduate Institute, particularly project implementation and design. But what I realized from that experience is no matter how much you plan something, unexpected factors do arise. So you need to learn how to be adaptable and flexible. Personally, this really fueled my passion for advocating for women and girls worldwide. It's very different to just learn about their stories and to see them and to connect with them and to learn about their struggles. This Very was good. really impactful. Thank you so much. Thank you. On va repasser en français. Donc ça, c'est le deuxième prix Pralong qui a été décerné. Il a été décerné à deux personnes qui ont fait un projet commun. C'est Alexandra Seban, qui est étudiante en politique, en management public ici à l'IDEA Palunil, et Sophia Benzedi Mounar, qui est étudiante en master à HEC Lausanne en Business Economics Management. C'est les aiguilles du timbre dans l'espoir dans le cœur des oubliés. Elles sont les deux en échange universitaire, donc elles ne sont pas là, mais elles nous ont préparé exprès un petit film. Bonsoir. Nous allons vous présenter notre projet Les aiguilles du temps, redonnant l'espoir dans le cœur des oubliés. Donc, je m'appelle Sophia Benzedi, je suis une étudiante à HEC Lausanne. Je fais actuellement mon master en management, orientation business analytics. Et moi, je m'appelle Alexandra Seban, je fais également mon master maintenant et je suis en première année à l'IDEA, donc mon master c'est en management public. On va commencer notre présentation avec un peu de contexte par rapport à la Moldavie. Donc en fait, on a fait notre projet en Moldavie, c'est un petit pays de l'Europe de l'Est qui compte environ 3,5 millions d'habitants. C'était pas très connu avant, mais avec la guerre, c'est beaucoup plus médiatisé. Donc il y a de plus en plus de personnes qui connaissent la situation. Il y a beaucoup de questions urgentes, mais une très importante, c'est le déclin de la population dû à l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui partent pour trouver des opportunités de travail, pour avoir un meilleur futur pour les enfants. Donc ça laisse en fait une très grande population des personnes âgées toute seule en Moldavie. Maintenant, il y a presque un tiers de la population qui sont des personnes âgées. Et en fait, leurs conditions de vie sont vraiment pas très bien. Ils ont des pensions extrêmement faibles. Donc ça, c'est environ 300 € par mois, quand les prix sont parfois plus chers qu'en Suisse pour les produits alimentaires, et également avec des soins de santé inadéquats. Donc ça les laisse dans une situation très difficile. Et en fait, en plus, les personnes âgées sont souvent laissées toutes seules, vu que la famille part. Donc en fait, c'était pour ça qu'on a choisi d'aider des personnes âgées en Moldavie. Du coup, notre projet il visait principalement à renforcer ce sentiment d'appartenance et de solidarité parmi les participants, du coup les seniors. Comme Alexandra l'a dit, ils se retrouvent très souvent isolés et puis la population jeune dans leur famille est souvent à l'étranger et pas avec eux. Et du coup, nous, on voulait renforcer les liens entre eux et en passant aussi pouvoir aider les réfugiés ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine à cause de la guerre et qui se retrouvent en Moldavie dans de conditions très pauvres. Et comme ça, les seniors ils peuvent aussi avoir ce sentiment d'utilité et de pouvoir les aider. Nous avions 4 objectifs principaux. Le premier étant de, bien sûr, développer la compétence en couture. Certains n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser une machine à coudre. Donc, on a trouvé des professeurs qui ont réussi à leur enseigner comment coudre des sacs. Ces sacs, ils ont été design par eux. On a un logo en général, mais sinon, ils pouvaient aussi faire part de créativité et puis en faire plein différents. Et ensuite, nous avions le deuxième objectif, c'était de créer un héritage. Du coup, en leur enseignant à comment utiliser ces machines, eux-mêmes, ils peuvent transmettre aussi leur savoir aux générations futures. Ensuite, le troisième objectif était de faire une contribution matérielle, du coup, de donner ces sacs à des centres de réfugiés, de faire environ un don de 100 sacs, et puis
chacun était accompagné d'un petit mot de la part des participants qui montraient leur solidarité. Les sacs, ils étaient aussi remplis de jeux et de petits biscuits et d'autres produits pour voilà, leur aider comme ils pouvaient. Et le quatrième objectif était de viser l'autonomie et l'indépendance financière à long terme. Donc, ces machines à coudre, on leur a donné, donc ils vont pouvoir les réutiliser quand ils le veulent, quand ils le veulent. Et puis, s'ils veulent créer leur propre projet, ben, ils peuvent le faire. Ensuite, je vais vous parler de notre partenaire local, CASMED. C'est une organisation non gouvernementale, indépendante et sans but lucratif. Elle intervient dans les régions du Nord et centre de la Moldavie. Et leur objectif est de soutenir justement les seniors ainsi que d'autres groupes vulnérables en développant des initiatives, que ce soit sociales, éducatives ou dans le domaine de la santé. Voici Natalia et Anna qui ont été nos principaux contacts et c'est grâce à elles que ce projet a pu avoir lieu parce qu'elles nous mettaient, elles, en contact avec les participants qui, certains faisaient déjà partie de ces groupes d'initiative. Et voilà, ils nous ont accompagnés tout le long de notre projet. Quand nous, on est partis en Moldavie, elles ont été à 100% à notre côté. Et du coup, voilà, merci beaucoup à elles. Donc, pour la réalisation de notre projet, il y avait 3 étapes. Donc, on a commencé avec des ateliers de couture. On a travaillé dans 5 villages au nord de la Moldavie, comme vous pouvez voir. Donc, on était dans les Fântâna Albă, Bălănești, Cajba, Sarătăveche et Pripănița. Et en fait, il y avait 14 groupes qui voulaient participer, mais on a choisi avec CASMED que 5, avec les ressources qu'on avait. Et on les a choisis par rapport à un critère spécifique, donc par rapport aux besoins, au nombre de membres, à plein de différents critères. Donc on a choisi 5 finalement. Et on a voyagé avec Sophia cet été pour visiter ces 5 villages. La deuxième étape, c'était la création des sacs. Donc, on a donné 3 machines par groupe. Là, vous pouvez voir les femmes qui sont en train d'apprendre, socialiser, être là pour l'une et l'autre, travailler ensemble, avoir un but. Et il y avait également aussi des hommes qui venaient pour les soutenir, pour les aider, pour jouer avec eux. Donc, en fait, oui, c'était ça vraiment le but, de créer un espace où elles peuvent se réunir pour faire quelque chose pour la société et pour se sentir utiles. Et c'est exactement ça qu'elles ont dit finalement. C'était très bien accompli. Et la troisième étape, c'était la distribution de sacs. Avec Sophia, on avait l'opportunité d'assister pendant cette phase et c'est vrai que c'était très émouvant pour nous de parler avec ces réfugiés et ces personnes en fait, qui passent par une situation très très dure. Ils étaient très reconnaissants d'un petit cadeau comme ça. C'était très symbolique pour eux. Et pour les femmes qui ont créé ces sacs, c'était aussi émouvant de voir en fait la gratitude et pas juste le fait que quelqu'un pense à eux. C'était très 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 émouvant pour tout le monde. Donc ça, c'était la dernière étape dans le projet. Du coup, on a un petit compte rendu avec le nombre de ceux distribués étant 250. Les seniors impliqués étaient de 70. Et on a essayé de toucher le plus de Sustainable Development Goals, étant les numéros 1, 3, 8, 12 et 17. Et si cela vous intéresse, vous pouvez aussi nous contacter pour avoir les interviews qu'on a fait tout au long de notre voyage en Moldavie. Ici, vous pouvez avoir les retours de participantes ainsi qu'une réfugiée ukrainienne. Donc voilà, c'est des interviews très émouvantes et puis qui très enrichissantes aussi. Et pour le long terme, chaque groupe en fait a déjà plusieurs idées. Donc une groupe, elle a déjà commencé à créer des sacs personnalisés pour les petits enfants qui vont à l'école.
Donc, chaque enfant reçoit un petit sac avec leur nom personnalisé pour l'année. Un deuxième groupe utilise les machines pour répondre aux besoins de la communauté, donc aussi pour coudre des habits pour des enfants à l'école ou pour réparer des petits tissus qu'ils ont besoin à la maison. Un autre s'occupe avec l'enseignement des jeunes à participer et à les inclure en fait en utilisant différentes méthodes de création comme par la peinture. Et un projet très important aussi, c'est en fait le maintien et l'enrichissement des costumes nationaux utilisés par ces groupes en fait parce que c'est une raison pour eux à se mettre tous ensemble. Donc pour réparer ces costumes, pour les créer, pour créer tout ça, il faut des machines. Donc avec les machines qu'on a fournies, ils peuvent continuer à utiliser ça pour l'avenir. Et on voulait juste dire un grand merci à Prix Pranon et l'Université de Lausanne pour avoir nous donné une opportunité incroyable comme ça, de pouvoir aller en Moldavie, pouvoir aider des personnes. Et c'était vraiment, vraiment super. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email et on sera ravis d'avoir vos commentaires ou des questions. Voilà, merci. Merci, bonne soirée. Là, un autre projet aussi de couture, mais un peu différent. On va passer maintenant au prix Olivier Cadot, qui a aussi été décerné à deux projets distincts. Premièrement, Hugo Trundle, qui est ici, qui est étudiant à HEC en management, aussi en business analytics, qui va nous parler de son projet sur le partenariat Suisse-Rwanda pour le développement et le soutien des villages du district de Burera. Voilà, c'est comme ça que ça se prononce, à travers le tourisme communautaire. Je te remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là et merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Donc, mon projet, le tourisme communautaire, on va brièvement passer sur l'agenda de la présentation. Je vais commencer par le contexte global, puis parler du séjour sur place pour finalement parler de la suite du projet. Donc, le contexte global. Le projet se passe au Rwanda, un petit pays de l'Afrique de l'Est. La première chose qui vient à l'esprit de beaucoup de monde quand on parle du Rwanda, c'est le génocide. Maintenant, 30 ans plus tard, le Rwanda est, selon les Nations Unies, un modèle de réconciliation. C'est également un des pays qui enregistre la plus forte croissance économique du monde, une des plus fortes dans le top 10 de la plupart des classements. Mais encore 70%, environ 70% des gens dépendent de l'agriculture. Deuxième secteur important de l'économie rwandaise, c'est le secteur du tourisme, qui représente environ 10% du PIB en 2019. C'est une part du PIB qui fait que grandir. Mais il y a encore une répartition très inégale des richesses générées par le tourisme. Et une offre inadaptée, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce n'est pas adapté aux habitudes de tourisme européennes. C'est donc dans ce contexte-là que s'inscrit mon projet. Il y a deux parties au projet. Première partie, je vais survoler très brièvement, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Donc, location de véhicules. J'ai 2 véhicules là-bas qui répondent à une forte demande locale, permettent de générer un fonds de roulement et synergisent très bien avec le tourisme communautaire dans le sens où un touriste qui vient au Rwanda a besoin d'une voiture, il peut louer, puis aller dans les villages des communautés touchées. Maintenant, ce qui nous intéresse pour le reste de la présentation, c'est le tourisme communautaire. Qu'est-ce que c'est le tourisme communautaire? C'est une branche de l'écotourisme qui met au centre de l'action ou au centre des intérêts la culture locale. Ça permet aux touristes de réellement découvrir ce qu'est la culture d'un pays et de s'immerger dans la vie locale. Une externalité positive qui n'est pas négligeable, c'est que les communautés touchées bénéficient des revenus du tourisme également. Mais comment est-ce que cela se traduit pour moi? Pour moi, comme c'était dit dans le titre, le but, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, comment faire ça? Je prends une offre qui existe, dans notre cas, l'offre de M. Norbert, que vous voyez en haut à droite. Norbert, c'est un guide exemplaire, je pourrais faire toute la présentation sur lui. Je réponds volontiers à toutes les questions sur Norbert après. Et donc, je prends son offre et je l'adapte aux habitudes de tourisme occidental.
c'est-à-dire pouvoir booker en ligne, pouvoir payer en ligne, etc., etc. Ensuite, les revenus qui sont générés par ça permettent de financer des projets qui soutiennent l'activité locale. Donc, mon projet se passe dans la région de Burera, comme dit précédemment. Vous voyez les photos, c'est magnifique, je vous conseille fortement d'y aller. Donc, moi aussi, j'avais besoin de comprendre les besoins sur place. Je ne pouvais pas me fier qu'à Norbert, enfin, même si je lui fais une confiance aveugle. Donc, j'y étais pour comprendre les besoins des communautés touchées. J'y étais fin août, j'ai rencontré beaucoup de monde, eu beaucoup de discussions, mais 3 points principaux sont sortis. Premièrement, il y a des problèmes liés à un accès à l'eau propre. Deuxièmement, des problèmes liés aux revenus. Donc, beaucoup de gens à qui j'ai parlé n'avaient pas de revenus. Et troisièmement, des problèmes liés à l'accès aux infrastructures de transport. Donc, la suite du projet. Pour pallier à ces problèmes, je suis en train d'étudier 2 solutions possibles. Premièrement, l'installation de pompes à eau, donc pour évidemment faciliter l'accès à de l'eau propre. Le problème avec ça, c'est que c'est un investissement initial qui est très important. L'eau reste payante pour les communautés, pour les personnes qui accèdent à cette eau. Et il y a également d'autres problèmes, par exemple la géographie. Si on habite à 10 km de la pompe à eau, est-ce qu'on profite vraiment est-ce qu'on en a vraiment un accès qui est facilité? Deuxième projet qui est étudié, c'est des ateliers d'artisanat pour créer un revenu supplémentaire ou bien un premier revenu pour beaucoup de personnes. Le problème avec ça, c'est que ça peut créer une dépendance à ce revenu-là. C'est une des dérives du tourisme communautaire et donc c'est une très fine ligne sur laquelle marcher. Donc, comme vous le voyez, chaque projet a ses bénéfices, chaque projet a ses inconvénients. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de me pencher en ce moment. Qu'est-ce qu'on va financer? Quel va être le premier projet implémenté? Mais je parle de financement depuis avant. Comment je compte générer des ventes et donc créer un revenu? Premièrement, avec une plateforme de vente en ligne. Donc là, ça a bien avancé, le branding est terminé. Là, je travaille avec un développeur qui est en train de faire le site Internet. Et si on reste réaliste, normalement, d'ici fin de l'année, début 2025, le site devrait être en ligne et opérationnel. Une fois que des ventes auront été faites sur ce site, ou bien une vente, on aura un proof of concept, on pourra donc aller vers des agences de voyage afin d'élargir la démographie touchée par l'offre. Je pourrais encore vous parler de 1000 détails, 1000 enjeux, 1000 solutions, mais mon temps est déjà écoulé malheureusement. Donc, merci pour votre attention et encore une fois, merci à tous ceux qui ont entendu ça. On avait un projet sur la durée, ce qui est aussi important de regarder un peu plus loin parfois sur ces projets. Merci beaucoup. J'aimerais passer maintenant à notre dernière lauréate du prix cadeau. Il s'agit de Andrea Mattez, qui est doctorante à l'Institut de géographie et durabilité de la faculté de géosciences, excusez-moi, ici à l'UNIL. Il y a eu un projet participatif sur l'agroéconomie paysanne, dialogue, sciences, société, perspectives croisées entre acteurs marocains et suisses. Je te laisse. Arrêtez-moi de prendre la version de 5 minutes. Flèche à droite. Flèche à droite. Voilà. Bon, bonjour à tout le monde, également de ma part, et je suis contente de vous parler ce soir de mon projet de recherche action participative qui est financé donc par le prix cadeau et aussi par l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Et ce n'est pas un titre aussi poétique comme les autres projets, il est un peu lourd, je l'avoue, donc je l'ai appelé l'agroécologie paysanne, dialogue, sciences, société et perspectives croisées entre acteurs marocains et suisses. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu lourd? Donc, c'est l'idée de créer un espace de partage et de dialogue entre des agriculteurs et des agricultrices du Maroc et de la Suisse et des chercheurs pour explorer ensemble les défis de l'agroécologie au-delà d'une opposition nord-sud
Et donc, j'ai créé cet espace de dialogue qui se déroule sur une semaine ici dans le canton de Vaud. Je vais vous dire après un peu plus sur ça. Et donc, à travers cette semaine, avec un travail scientifique en amont, un accompagnement sur place et une équipe transdisciplinaire, on essaye aussi de contribuer au rayonnement de l'agroécologie dans ces différents territoires. Je lèche à droite. Voilà. Donc, quelques mots, qu'est-ce qui a précédé cette idée de ce projet de recherche-action participative? Donc, ce qui est peut-être aussi une particularité d'un projet de recherche-action participative, ce n'est pas fait pour les gens, mais avec les gens et souvent aussi pour répondre à une demande qui émerge du terrain. Donc, moi, depuis 10 ans, je fais de la recherche au Maroc et depuis quelques années, ma recherche doctorale en Suisse et au Maroc sur des formes d'agriculture qui existent ou résistent à la marche de l'agro-industrie et de l'agro-business. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai tissé des liens avec des agriculteurs en Suisse et au Maroc, que ce soit ici à la récolte des patates en Suisse ou ici à la récolte du safran dans les montagnes de Marrakech. Et donc, au fur et à mesure que je parlais avec les agriculteurs de ces deux pays, j'ai senti qu'il y avait une forte demande, un fort intérêt de savoir plus sur leurs collègues de l'autre pays. Donc, je me suis dit, en fait, plutôt que je leur raconte moi ce que je vois, je trouvais que c'était une idée excellente d'organiser une rencontre. Et donc, je ne voyais pas seulement un intérêt heuristique de se faire rencontrer ces deux terrains et aussi voir à travers les yeux des agriculteurs qu'est-ce qu'eux, ils voient, peut-être ce que moi, je ne vois pas. Et aussi, d'une manière plus pratique, de les faire bénéficier d'une manière beaucoup plus significative de ma recherche. Donc, voilà, cette slide, ce n'est pas une erreur, je l'ai designed comme ça. Ça fait un peu mal à la tête, mais c'est aussi symbolique pour 4 mois de travail acharné pour pouvoir faire venir les agriculteurs marocains en Suisse. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour moi, c'était évident, dès qu'on avait l'idée de faire ce partage d'expériences et cette rencontre, que je ne voulais pas inviter les acteurs suisses au Maroc, mais faire l'inverse, parce que c'est trop souvent que c'est les acteurs suisses qui peuvent voyager parce qu'on a des inégalités structurelles qui font que nos salaires sont plus élevés, qu'on n'a pas besoin des visas, etc., etc. Donc, pour moi, c'était évident que je voulais inviter les acteurs marocains en Suisse. Et donc, on s'est retrouvés avec des montagnes de documents à remplir pour des agriculteurs du Maroc qui sont aussi quelquefois dans des situations informelles, donc pas nécessairement les critères qui répondent bien à ceux qui demandent les offices fédéraux de migration en Suisse pour donner les visas. Donc, je vous ai copié des phrases, des lettres que j'ai écrites. Ici, c'est un moment où on a rempli avec des agriculteurs. On est allé dans un café pour remplir des documents en ligne sur un site qui ne marchait pas. Et j'ai dû passer par un processus de recours et une 50aine de pages où j'ai cité de mes entretiens, où j'ai donné mes publications scientifiques pour dire que je ne mens pas, que c'est vraiment des personnes qui sont engagées pour leur territoire, qu'ils n'ont pas un intérêt de rester en Suisse. Et donc, fin août, on avait tous les visas pour tout le monde qui puisse venir. Donc, on n'a pas ça. Ah non, et donc, on est passé au cœur de notre recherche de ce projet mardi dernier. Donc, mardi dernier, j'ai pu accueillir cette délégation du Maroc de 8 personnes, dont on a un chercheur, vous aurez l'occasion de l'entendre parler dans un instant, une doctorante qui est également présidente d'une coopérative dans les montagnes de Marrakech. On a un président d'une coopérative agroécologique aussi dans la région de Rabat, 2 autres paysans de cette coopérative et un agriculteur des montagnes de Marrakech. Et avec cette équipe, on va rencontrer une équipe en Suisse, donc toujours moi, mais aussi d'autres chercheurs et chercheuses de l'Université de Lausanne ou une chercheuse marocaine également de l'ETH à Zurich. Et aujourd'hui, c'était notre seule journée à l'université et sinon chaque jour, on va sur des fermes, sur des marchés et on a donc des fermes partenaires avec qui on échange des ateliers sur leurs fermes, des échanges. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient savoir plus, on organise une soirée, ça serait notre soirée de départ lundi prochain à Denon dans une grange en collaboration avec les journées d'agroécologie Works qui sont tout le mois d'octobre. Qui est peut-être un petit détail intéressant, ces journées ont commencé à avoir lieu en Suisse quand la coopération suisse pour le développement, ils ont compris qu'ils ont beaucoup d'agences qui agissent pour l'agroécologie à l'étranger, mais pas en Suisse.
Donc, petit à petit, il y avait tout un ensemble de chercheurs qui ont commencé à aussi travailler pour réunir un peu une dynamique pour l'agroécologie à l'intérieur de la Suisse. Donc, il y a encore 3 places. Si vous voulez venir lundi manger un couscous, on a même les personnes, ils ont vraiment ramené l'huile d'olive, les épices et tout pour que ça ait le goût authentique. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, c'est toujours difficile d'un projet de recherche de dire, bon, c'est ça un outcome parce que c'est exploratoire. Et donc, l'idée de mon projet, c'était plutôt comme un peu pour les champignons. C'est un champignon qui poussait sur le champ d'une agricultrice qui a transformé une ferme industrielle en ferme agroécologique. Et donc, quelquefois, on ne peut pas faire pousser directement les champignons, les cultiver, mais il faut aménager l'environnement pour donner l'occasion aux initiatives de naître et de grandir. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et ça, c'est assez abstrait dans mes mots. Donc, j'invite me rejoindre Zakaria Kadiri et Mustafa Belharsha. C'est un professeur à l'université de Hassan II au Maroc. Et Mustafa Belharsha, agriculteur à Rabat, pour partager dans leurs mots un peu plus concrets qu'est-ce que ça peut amener un projet comme ça à la recherche ou à l'agriculture. Et je m'excuse aussi, le reste de l'équipe, on ne les a pas ramenés parce qu'ils ne parlent pas nécessairement français. On a déjà traduit toute une journée, tous les ateliers en arabe. Donc, ça aurait fait trop. Donc, on sait nos 3. Bonsoir à tous. Et puis, merci Andrea de nous avoir donné cette occasion. Merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce prix et à notre idée. Peut-être, je vais dire 2 mots, peut-être de remerciements, mais indirects, pour aussi manifester que dans le milieu de la recherche, mais aussi dans le milieu des entreprises, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, de la RSE, mais on ne parle pas beaucoup de la responsabilité sociale des chercheurs. Et Andrea, elle a pris ce parti pris, en fait, de dire c'est comme ça que je veux aussi remercier les acteurs, les agriculteurs, mais aussi les universitaires avec lesquels elle travaille au Maroc. Et pour ça, je pense que c'est très, très important. Deuxième mot, peut-être pour dire par rapport à un exemple qui nous est arrivé hier chez un agriculteur français, mais qui est installé en Suisse, et qui a été fortement interpellé par la discussion qui a été menée avec les agriculteurs marocains, parce que justement, il a eu les yeux grands ouverts parce qu'il découvrait des choses, et on s'était dit que c'est aussi une autre manière de voir la coopération nord-sud, et cette fabrique dont on parle sur la coopération, ce n'est pas que du transfert de l'innovation du nord ou du sud, ce n'est pas qu'une circulation des modèles, je vais dire, d'innovation ni d'un pays ni d'un autre, mais aussi dans le thème d'agroécologie, c'est quelque chose de très, très concret autour du changement climatique. Parce que lui, il était interpellé par rapport à comment on vit le changement climatique, et les agriculteurs qui les ont accompagnés, ils étaient fortement interpellés qu'un Suisse, entouré de plein d'eau, il vit le changement climatique. Et parce qu'il y a des effets, et c'est comme ça qu'on pense aussi au milieu de la recherche qu'on peut construire des coopérations nord-sud autour des objets qui nous concernent tous en tant que. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mustafa, je suis aussi marocain, mais agriculteur ou paysan. J'aime toujours dire paysan qu'agriculteur, parce que je suis né dans le paysage, à la campagne. Alors, merci André pour tout ce que tu as raconté, la présentation, et avec toutes les difficultés que tu as dit quand même. Je résume, moi, mon histoire, ou bien avec les échanges, parce que moi, personnellement, je compte sur les échanges, et j'ai participé à plusieurs échanges, et les échanges vraiment arrivaient vraiment à me changer moi-même. Parce que voilà, j'étais un peu paysan, je n'ai pas vraiment un niveau scolaire, j'ai juste baccalauréat. Mais quand même, avec les échanges, j'ai continué mes formations. J'ai pris presque les doctorants de la vie. Ce n'est pas les doctorants que vous avez ici à l'Institut, mais beaucoup des échanges, ça te donne beaucoup d'expérience. Et voilà, les échanges, pourquoi c'est important? Le fait de ramener des agriculteurs dans un autre terroir, comme au Maroc,
voilà, dans les montagnes et de les ramener ici en Suisse avec d'autres cultures différentes, et qu'ils s'assoient avec les gens, les paysans ou bien les agriculteurs, ils mangent avec eux. La nourriture, c'est différent. Tout est différent, bien sûr. Le langage, les choses, même l'installation de la ferme, et tout ça, ça enrichit vraiment l'agroécologie. Et je crois que c'est vrai qu'il y a une langue spéciale au niveau de l'université, avec les doctorants, avec les profs, mais il y a un autre langage qui est aussi spécial, qui existe normalement entre les agriculteurs. C'est la langue de la pratique et des agriculteurs. C'est pareil, qui existe sûrement ici en Suisse et au Maroc et partout dans le monde. C'est pour ça que moi, je compte vraiment sur les échanges et je reviens vers un ami palestinien qui me dit toujours, parce qu'il y a une blague qu'ils disent toujours, les profs, hein, je respecte les profs, mais c'est lui qui a dit, il dit parfois, il demande aux agriculteurs qu'ils montent à niveau de prof, mais c'est l'inverse, c'est le doctorant et les profs qui doivent descendre ou bien monter au niveau des agriculteurs, et c'est ça ce qui a fait Andrea, et merci. Merci beaucoup. Moi, je suis toujours bouche bée avec tous ces différents projets que ces jeunes arrivent à mettre en place, etc. Donc, je pense qu'on peut de nouveau applaudir ces 4 projets. Ils le méritent. Alors, nous avons vu que des étudiants, justement, entreprennent. Et juste avant de repasser la parole à Aurélien, j'aimerais dire vraiment, vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Nous, en tout cas, on est fiers de contribuer à ce que vous faites. Donc bravo. Et ça m'émeut, je suis désolée. Voilà. Et il est aussi important de se souvenir que les petits ruisseaux deviennent des grandes rivières. Et c'est aussi pour ça que dans ces soirées, on essaye d'avoir une conférence, si possible d'un gradué HEC, hein, sur des projets qui ont pris un peu d'envergure. Il y a 2 ans, on avait Mercy Ship avec Nicolas Souter. L'année dernière, il y avait Alizé de Tonac qui était là avec Sitar. Ce soir, on a l'immense plaisir d'avoir Aurélien Demoret, qui en effet est gradué 2004 de HEC Lausanne. Et Aurélien est issu d'une famille d'entrepreneurs. Son père est également là pour en attester. Et il a commencé sa carrière, j'ai envie de dire, comme tout bon HEC, dans le secteur bancaire. Mais il a travaillé ensuite plusieurs années dans l'humanitaire en Afrique. Et désirant combiner ses préoccupations écologiques avec sa pratique professionnelle, il a cofondé EcoRobotics à son retour en Suisse, dans le but surtout de développer des machines agricoles intelligentes, respectueuses de l'environnement. Et les alumni HEC ont eu l'opportunité de venir voir ces machines que j'appelle un peu les tables de ping-pong, même si elles ont évolué depuis, il y a quelques années directement dans tes locaux. Donc, merci encore pour ça à refaire. Donc, Aurélien est le CFO, je crois, cofondateur, membre du conseil d'administration, etc., etc. Il est aussi député au Grand Conseil vaudois, donc plusieurs casquettes. Ce soir, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle et l'agriculture, un peu quel est l'exemple justement que tu vis et comment réinventer les pratiques agricoles pour un avenir plus durable, justement grâce aux nouvelles technologies qui sont l'intelligence artificielle. Donc, je t'en prie. Merci. Merci pour la présentation, c'est parfait. J'avais prévu de me présenter brièvement avant de commencer à parler d'EcoRobotics, mais tu l'as fait, donc c'est parfait. Peut-être juste compléter encore un tout petit peu de background personnel. Je suis marié à une femme extraordinaire depuis 20 ans hier. Donc on vient de fêter 20 ans. Les 3 ans.
3 enfants de 15, 13 et 10 ans. Et puis, sinon, je crois que tu as bien décrit mon parcours. Je vais pas y revenir en détail. Ouais, HEC 04, mon papa est HEC 71. Donc, je ne sais pas si un de mes enfants fera HEC 30 quelque chose, je sais pas, 20 quelque chose. On verra. Avant de parler d'éco-robotics, je vais juste revenir un tout petit peu sur mon parcours, parce que ça peut éclairer aussi certaines choses. Après avoir fait HEC, travaillé dans la banque, on a trouvé ça passionnant. Avec ma femme, on s'est dit, on est jeunes, on voulait faire quelque chose. On est à ce moment-là de notre vie, c'est pas qu'on avait beaucoup d'argent, par contre, on avait du temps. Et puis, on s'est dit, ben, on aimerait donner ce temps pour des gens qui ont eu moins de chance que nous dans la vie. Et c'est pour ça qu'on est parti à Madagascar. Donc là, c'est le lien avec notre président. Je l'ai perdu. On est parti à Madagascar. On a travaillé 3 ans pour une ONG dans l'humanitaire là-bas. Et puis, en rentrant, en voyant aussi toute la réalité, on a vécu 3 ans, en sortir d'HEC, la banque, j'avais commencé à avoir une sensibilité à l'écologie, mais encore un petit peu marquée, mais c'est vraiment à Madagascar, ça s'est développé. Plusieurs choses, hein, la gestion des déchets, ici tout est bien, plus ou moins bien géré. On vivait dans la brousse, hein, vraiment au milieu de nulle part, où les gens n'avaient pas l'habitude simplement parce qu'avant ils vivaient avec beaucoup moins de choses, et donc la société occidentale vient avec beaucoup de choses qui génèrent beaucoup de déchets, donc toute la gestion était problématique. Et puis l'autre chose, tu as dû le vivre, quand on survole Madagascar en avion, on est vraiment impressionné par le fait qu'avant c'était une île qui était couverte d'arbres, et aujourd'hui il n'y a plus rien. À part dans quelques zones, nous on habitait proche d'une zone où il y avait une forêt primaire, mais sinon tout a été coupé pour se chauffer, pour cuisiner, pour créer des champs. Donc, voilà, cette conscience écologique m'est venue de ce temps, entre autres à Madagascar. Voilà. Et pourquoi je parle de Madagascar? Parce que je voulais faire un tout petit aparté. Ce soir, c'est le prix Pralon, c'est aussi le prix cadeau. Et un tout petit aparté par rapport à Olivier Cadeau. Une anecdote que je voulais vous dire. C'est pas parce qu'il est plus là que aujourd'hui, j'ai pas honte de dire que c'était mon meilleur prof à HEC. Vraiment. J'ai adoré ces cours. On a parlé avant des cours de commerce international, ou je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais surtout économie du développement. Il y avait une passion, je me rappelle de débats qu'on a eus. Il avait pas mal de mandats avec la Banque mondiale, et je me rappelle d'un débat sur le Tchad, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près 20-25 ans, le Tchad avait tout son projet pétrolier, et puis c'était tout le challenge de comment est-ce que l'argent du pétrole n'aille pas dans les poches des gens proches du pouvoir, mais que ça puisse se répartir et que ça aide au développement du pays. Et je me rappelle, on a eu des grandes discussions. Moi, j'avais été au Tchad, je connaissais un petit peu. Et puis, voilà, un souvenir que j'ai. Et puis, je vous parlais de Madagascar parce que on vivait dans un point très, très reculé, à 700 km de la capitale, au nord-est, Maronsech, si tu connais. 700 km, mais c'est 7 à 10 jours de trajet si vous allez par la voie de la terre, alors que c'est 700 km. Donc, malheureusement, on allait souvent en avion, c'était notre seul lien avec la capitale. Et puis, une fois qu'on rentrait sur la capitale, l'avion avait dû faire un stop à Tamatave, qui est le grand port de Madagascar. Et puis là, on doit sortir de l'avion, je ne sais pas ce qu'il faisait, le temps qu'il refuel, je ne sais pas quoi. On attend dans le hall d'aéroport, qui est à peu près grand comme cette pièce. Et là, Olivier était là, complètement inattendu. Olivier Cadeau était là, assis. Il attendait le même avion que nous. Il allait prendre l'avion à Tamatave, il remontait à Tana. Et là, on a passé évidemment tout le temps à attendre, à discuter, tout le vol en avion. Et tellement sympa, nous on était un peu des humanitaires sans le sou. Le soir, il nous a invités au meilleur restaurant de Tana, de la capitale. On a continué à parler. Je me rappelle même qu'à cette époque, je ne sais pas laquelle
d'entre vous c'était, mais il y a une de ces filles qui voulait aller au Pakistan faire un trip, et il était un petit peu stressé par cette perspective. On sortait de... 2007-2008. Ouais. Donc, je vous connaissais par procuration. Mais voilà, je voulais profiter de ce temps-ci pour rendre hommage à Olivier, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans les études. Et, cette générosité, cette humilité, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et je suis très heureux de vous voir ce soir et de pouvoir participer à ce truc. Voilà, il faut que je reprenne mon... Voilà, je voulais faire ce petit hommage. Je reviens à EcoRobotics. Je vais réussir la transition. EcoRobotics, c'est parti de mon cofondateur, Steve Tanner, qui est un fils d'agriculteur, qui a grandi dans une ferme du Nord Vaudois, où une des spécialités du Nord Vaudois, c'est la culture de betterave. Enfant, il a aidé ses parents à désherber la betterave à la main. C'est très simple. Vous avez un appel un raclet, un rabelais dans le canton de Genève. C'est une tige en bois avec une lame, et puis vous allez comme ça, puis vous coupez les mauvaises herbes que vous rencontrez. Ça prend du temps, ça casse le dos. Je l'ai fait pour tester. Et puis, il s'est dit, mais purée, la chimie est arrivée. La chimie, vous en mettez de la chimie partout, et puis ça détruit tout sauf la plante que vous essayez de faire croître. Donc l'intelligence, quelque part, est passée de l'intelligence de l'humain qui voit où est la mauvaise herbe, dans le cas du désherbage, à la chimie. Et puis il se disait, mais on devrait revenir à ce qu'on faisait avant, désherber à la main, mais on remplace l'humain par un robot. Il a commencé à faire un petit robot autonome, et puis c'est allé dans un tiroir. Et puis, lui, il est parti aussi dans l'humanitaire en Amérique du Sud. Et à nos retours respectifs, les deux, en étant de plus en plus sensibles à cette question environnementale, on a ressorti l'idée du tiroir. D'ailleurs, ça s'est passé pas très loin d'ici, c'est assez marrant. Faut pas que je m'égare parce qu'on a peu de temps à disposition. Mais je vous raconte vite, parce que EcoRobotics s'est créé juste à côté à l'EPFL. Steve était aussi le directeur d'une petite ONG de conservation de la nature. Et puis, il essayait de me recruter pour son conseil d'administration de cette ONG. Moi, je rentrais de Madagascar, je me lançais en politique. Je dis, écoute, les histoires, c'est sympa, mais je n'ai pas le temps. Et puis, dans la discussion, on était au Rolex Learning Center à l'EPFL. Il me dit, ah, puis tu sais quoi, à l'époque, toi qui as un père qui était dans la robotique, j'avais l'idée d'un robot autonome pour les champs, etc. Donc, t'en penses quoi? Puis là, tout d'un coup, j'avais du temps. Et c'est comme ça qu'EcoRobotics a commencé, cette boutade ou cette rencontre autour de valeurs communes. Et puis, on a commencé à deux il y a une dizaine d'années, d'abord un peu comme un hobby, dans sa grange. On a vraiment fait à la Logitech, dans la ferme familiale, ça a commencé. Et puis aujourd'hui, on est quasiment 200. On a multiplié ça c'est assez impressionnant, notre chiffre d'affaires par 80 en 3 ans. Alors vous dites, on ne part pas de très haut. Mais quand même, cette année, on fait 25 millions de chiffre d'affaires. On a triplé par rapport à l'année passée. L'année prochaine, on va doubler. On a déjà fait la moitié du chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment dans une perspective d'ultra-croissance, scale-up, ce qu'on appelle dans le jargon des startups. Mais ce n'est pas ça qui nous a motivés avec Steve. Ce n'est pas cette ultra-croissance, ce n'est pas le succès limité quand même. Il faut garder une certaine modestie qu'on a aujourd'hui qui nous a motivés. Ce qui nous a motivés à créer cette entreprise, c'est parce qu'on voulait avoir un impact. Et puis, notamment avoir un impact positif sur l'environnement, sur notre société. Et c'est aussi pour ça que EcoRobotics est une entreprise certifiée B Corp depuis 5 ans. C'est vraiment cette question d'impact qui nous motive. B Corp, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un label à la base américain qui prend en compte le côté impact environnemental, impact sociétal et puis bonne gouvernance, si on veut faire ça simplement. La B Corp la plus connue, c'est probablement Patagonia. En Suisse, on a Nespresso qui est B Corp, nous. Même Lombardier. Donc, il y a quelques entreprises assez connues qui sont B Corp. Et puis, c'est un mouvement qui va grandissant. Donc, je vous parlais que c'est vraiment la motivation qu'on a eue, c'est vraiment cet impact qu'on veut avoir. Pour l'instant, vous n'avez peut-être aucune idée de ce qu'on fait. Je vais y revenir, ne vous en faites pas. Mais juste vous dire, si notre technologie était appliquée au monde entier, on réduirait de 2%
la quantité de CO2 générée par l'agriculture. L'agriculture, c'est 20 à 30% de la génération de CO2. Dit comme ça, 2%, 20-30%, ça paraît pas grand-chose. Mais en fait, c'est assez énorme. Si on faisait 200 technologies comme les... Vous faites les maths, hein, vous multipliez le 2% par le 30%. 200 technologies comme les nôtres, au niveau mondial, et le problème du CO2 est réglé. Donc ça, c'est super enthousiasmant. Nous c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous pousse le matin. Donc comme je disais, pour l'instant, vous n'avez peut-être aucune idée de ce qu'on fait. Je vous ai parlé un peu d'agriculture, de robotique. On a pas mal évolué depuis l'idée du premier robot qui vient détruire la mauvaise herbe. Le produit qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est une machine qui ressemble à un sprayer, qui est ultra intelligent. C'est de l'intelligence artificielle qui va détecter qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de la machine et qui va prendre des décisions et de pouvoir appliquer aujourd'hui du produit chimique de manière ultra ciblée. Ce qui nous permet de réduire de 95% dans l'agriculture conventionnelle aujourd'hui la quantité de chimie qu'on applique quand on fait du désherbage. On peut aussi appliquer du fertilisant de manière précise, parce que vous n'allez pas mettre du fertilisant sur tout le champ comme on fait. Dans la même idée, on le met de manière très précise, etc. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre ce qu'on fait. Vous pouvez voir nos produits sur des vidéos commerciales qu'il y a sur notre site. Je vais vous épargner ça. Je vais vous montrer un truc un peu inédit. C'est une vidéo interne à l'entreprise qui parle de notre vision, de là où est-ce qu'on veut aller. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ce qu'on fait, mais je vais vous montrer de où est-ce qu'on veut aller dans les prochaines étapes. Ça dure 3 minutes. Et puis, si vous voulez voir un peu plus notre produit, on le voit un petit peu, mais pas des masses. Vous pouvez aller sur ecorobotics.com. C'est assez facile de trouver. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est chez Ecorobotics, on a 3 R. Le premier R, c'est réduire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos machines. Le deuxième R, vous l'avez vu là, c'est remplacer. À terme, on veut remplacer la chimie complètement. Donc, on n'est pas forcément les grands copains des Syngenta et Bayer de ce monde. Et puis, troisièmement, et ça, c'est vraiment ce qui est super motivant, on veut utiliser la technologie pour régénérer la nature. C'est-à-dire l'agriculture va permettre la régénération de la biodiversité au lieu de la détruire comme on l'a fait beaucoup malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça, c'est une des forces qu'on a avec nos modèles d'intelligence artificielle. Toutes les données qu'on collecte par nos machines, ça nous permet d'avoir justement ces traitements très localisés, très précis, et puis qui à terme, par exemple, tout ce qui est capture de carbone, il y a plein de choses qui peuvent être développées autour de notre technologie. Voilà, le temps file. Peut-être juste un dernier petit mot sur ce que j'ai appris avec ce parcours, cette expérience. C'est que pour être en changement, il faut une énorme motivation et beaucoup de patience et de persévérance. Je me rappelle au tout début de l'histoire d'Ecorobotics, on cherchait un étudiant qui nous donnait un coup de main pour coder des trucs et j'étais là, non, j'étais plutôt à l'EPFL d'ailleurs, à coller ces feuilles, vous savez, où il y a les feuilles avec les petits billets qui descendent avec les numéros de téléphone, et j'étais là, c'était le soir, j'en ai mal. Et je me disais, mais purée, mais si tu ne le fais pas, l'histoire s'arrête, on a besoin de ce gars, il faut qu'on le trouve. On l'avait trouvé à l'époque, c'était un gars en l'occurrence. Et puis, voilà, c'est plein de choses où la question de la persévérance c'est super important. Ce qu'on voit aussi dans le monde des startups, on le dit souvent, c'est rarement un sprint, c'est souvent un marathon. Je vois Julien, qui est le directeur de la Fondation pour l'innovation technologique, il en a vu passer des startups. Et c'est des fois, le problème, c'est que des fois, c'est un sprint en forme de marathon. Ça, c'est aussi un des problèmes des startups. Donc, cette persévérance est super importante. Et puis, comme je vous ai dit, pour nous, l'impact, c'est ça qui nous motive à fond dans ce qu'on fait. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, cette année, nos machines vont traiter 100 000 hectares de terrain agricole. 100 000 hectares, pour vous donner une idée, on est à côté du lac Léman, c'est 2 fois la surface du lac Léman. Pour nous, c'est énorme, pour nous, c'est incroyable. On a grandi ici, le lac, on voit ce que c'est. Mais par rapport à la taille de la terre, vous imaginez, c'est une goutte d'eau pour l'instant. Mais c'est aussi ça qui nous motive. Alors, on doit rester humble. Mais ce qui nous motive, c'est que voilà, on voit des perspectives qui sont assez incroyables. On est dans un effort global, et puis l'agroécologie qui a été présentée tout à l'heure, ça fait partie de cet effort global. C'est ça qui nous motive, c'est qu'ensemble, on va pouvoir changer le monde et voir que notre technologie à terme, elle pourra contribuer à ça. C'est super motivant. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir.
Et puis, si vous avez des questions, je crois qu'on a encore quelques minutes pour des questions. Volontiers pour y répondre. En effet, si vous avez des questions, profitez. C'était d'abord. Ah, oui, bonjour. Merci pour la présentation. Vous vendez à quel type de pays, quel type d'exploitation ces fermes? Parce qu'en fait, c'est fait pour faire des monocultures sur des grandes surfaces. Et j'ai aussi à un moment travaillé avec une chercheuse qui entraînait d'intelligence artificielle, par exemple, pour tailler des arbres. Il faut que tout soit pareil. Et c'est tellement complexe, les différentes verres, les différents brins. Donc, c'est quel type d'agriculture que vous visez? Alors, oui, en effet, donc quoi on travaille aujourd'hui, c'est vraiment, on aide les agriculteurs conventionnels des pays du Nord, des pays, disons, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment, notre marché, c'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est l'Océanie, donc c'est de la culture, je dirais, conventionnelle. Notre première étape, c'est vraiment d'aider l'agriculture conventionnelle à réduire son impact. La deuxième étape, c'est de travailler aussi avec des agriculteurs organiques, avec des produits organiques. C'est présenté un petit peu dans la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est des c'est des exploitations, je dirais, standards qu'on voit dans les pays soi-disant développés. Mais c'est vrai que ce que vous dites sur l'algorithme, la force de notre entreprise, c'est vraiment l'algorithmie. C'est les algorithmes qui doivent reconnaître des trucs qui sont, même si c'est assez homogène, il y a des trucs incroyables qu'on trouve dans les champs. Au tout début, on avait le bout de paille qui restait dans le champ qui nous posait problème. On ne savait pas ce que c'était. Il y a des cailloux, il y a des couleurs de champ qui peuvent être extrêmement différents. Et tout ça, on a dû entraîner nos algorithmes pour qu'ils puissent être capables de reconnaître correctement tout ce qui se passe dans un champ. Et c'est vrai que c'est des cultures, c'est un environnement qui est un petit peu plus homogène que de l'agroécologie. L'agroécologie, je ne pense pas qu'on puisse appliquer ce qu'on fait aujourd'hui à grande échelle dans l'agroécologie. Il y a une question au fond? Une question un peu plus philosophique, peut-être. Et ce n'est pas du tout une attaque par rapport à votre type de modèle agricole que je vais faire, mais c'est vraiment une question un peu plus large. Si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis environ la deuxième guerre mondiale en Europe, on va dire, dans la partie, on va dire, du monde développé, la plus riche, on a passé une agriculture très manuelle à une agriculture qui est devenue très mécanisée. C'est un peu, l'intelligence artificielle, l'organisation est un peu l'étape suivante, on va dire, de la mécanisation. On est passé d'une agriculture, l'agriculteur travaille beaucoup dans les champs avec des outils manuels. On est passé d'une agriculture mécanisée, donc avec des agriculteurs qui sont plutôt sur les machines, peut-être moins mal au dos. Mais le constat qu'on fait actuellement, j'ai l'impression quand même, avec ce qu'on voit aussi actuellement dans le monde paysan, c'est quand même que les paysans, ils n'ont pas beaucoup gagné sur ces 30 dernières années avec les nouvelles technologies qu'on leur a amenées. En fait, ils ont peut-être un peu moins mal au dos, mais ils ont toujours ils ont des salaires très bas, des charges qui sont complexes, aussi pour les questions politiques, administratives, etc. La question que je me pose, j'ai peur qu'avec les technologies de robotisation, on a diminué le nombre d'agriculteurs par an, presque 10 en Europe. Est-ce qu'avec des technologies encore plus robotisées, on ne va pas juste perdre encore plus d'agriculteurs en Europe? Est-ce que c'est bien ou mauvais? Je ne sais pas. Et comment peut-être on peut faire, ce que vous avez donné l'exemple du Tchad au début de la présentation, comment on peut faire pour que ces technologies, elles profitent réellement aux agriculteurs? Je ne doute pas qu'en termes écologiques, ça soit très intéressant de passer à ça plutôt que des monocultures où on gîte partout, etc. Mais comment on peut vraiment essayer de réfléchir fondamentalement, comment on peut faire en sorte que ces technologies, elles soient vraiment profitables, comme vous parlez du chat, pas justement à des entreprises qui construisent des machines, aux fournisseurs des pièces, aux extracteurs de tous les composants qui constituent ces robots, et comment on peut vraiment créer une technologie qui aide vraiment les agriculteurs. Ouais, c'est une excellente question, puis c'est clair que même nous, c'est des questions qui nous touchent et auxquelles on réfléchit même avec Steve, mon cofondateur. Juste vous donner quelques exemples. Vous savez quel est l'âge moyen de l'agriculteur japonais? Très vieux. 65 ans. Il y a un monstre problème, par exemple, dans les économies développées,
de renouvellement du nombre de paysans. Et le Japon, sa voie, c'est on va tout robotiser, on va remplacer les agriculteurs par des robots. Je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée, mais c'est pour vous montrer un contexte. L'autre chose, par rapport à nos machines, un agriculteur aujourd'hui n'achète pas notre machine parce que ça réduit son impact environnemental. Aujourd'hui, l'agriculteur, il est comme ça, et puis le seul point pourquoi il achète notre machine, c'est parce qu'il réduit ses coûts et il augmente ses revenus. Il réduit ses coûts parce que, dans le cadre du désherbage, il met 20 fois moins de produits chimiques alors qu'avant, il en mettait 20 fois plus. Quand on est précis comme ça, on ne va pas mettre de produits chimiques sur les plantes qu'on essaie de faire croître, on augmente le rendement des plantes. Sur certaines cultures, on va jusqu'à 30% de plus. Les ratios économiques sont énormes. Notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive absolument pas à suivre la demande du marché. Je vous ai parlé un petit peu de nos chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire ce que le marché a besoin donc, on a une réalité économique qui fait qu'on aide les agriculteurs économiquement parlant avec ce type de machine. Mais je ne vous cache pas que notre concurrent américain, il est 10 fois plus cher que nous. 10 fois, hein. C'est énorme. C'est énorme. Alors nous, on a aussi, on est parti assez bas, il y a un certain catch-up qu'on est en train de faire. Mais ce qu'on voit, c'est que, en plus, Steve, en tant que fils de paysan, il est très sensible à ces questions de la cause paysanne. On est souvent avec Blaise Hoffman et puis tous les gens qui tournent autour de On est très sensible à ça. Et nous, on a l'impression qu'on amène une solution économique pour les agriculteurs. En tout cas, ils nous achètent pour des questions économiques. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'en même temps, on a un énorme impact environnemental. Et aujourd'hui, malheureusement, les incentives font que les agriculteurs en Suisse, en Europe, sont sous pression et le moteur de changement d'acheter ce type de machine, il est purement économique. Mais c'est une bonne question, hein. On n'y répond pas complètement, mais nous, on a l'impression d'amener notre pierre à l'édifice pour que l'agriculture actuelle conventionnelle change gentiment vers une agriculture avec moins de chimie et à terme, il n'y a plus de chimie du tout dans les champs. Oui. Et puis peut-être pour revenir sur le sujet que tu as lancé, peut-être que des technologies comme ça permettraient d'envisager dans des pays, là moi je me projette sur l'Afrique, qui est un endroit que je connais bien, où aujourd'hui c'est aberrant de voir la quantité de produits agricoles qui doivent être importés de distances incroyables par bateau, donc on sait que c'est des carburants très polluants. Pour peut-être, voilà, alors ça sera peut-être convertir des espaces qui aujourd'hui sont très naturels, mais à de la production pour de la consommation locale de manière économe en chimie, efficace. Et puis au bout du compte, on aura peut-être un bilan intéressant parce qu'on n'aura plus à transporter des millions de tonnes de l'autre côté de la planète. Et puis souvent, avec ce type de technologie, nous, on ouvre la voie quelque part. Et puis, j'ai eu la semaine passée un téléphone avec un distributeur du Pakistan. On discute aussi avec l'Inde, où finalement, notre technologie, elle va être licenciée à des Mahindra locaux et des producteurs locaux qui vont faire une machine beaucoup plus simple avec de la technologie locale, mais qui garde la même idée derrière d'intelligence artificielle qui va détecter ce qui se passe puis d'appliquer de manière précise. Donc, aujourd'hui, notre marché il est déjà tellement énorme avec les pays riches mais on a aussi des projets et c'est pour ça qu'on est aussi en train de réfléchir à créer une fondation qui pourrait justement déployer cette technologie dans des pays où ils n'ont pas les revenus pour utiliser cette technologie, d'une part, et puis d'autre part, pour pouvoir amener cette technologie sur des cultures qui sont un petit peu orphelines, c'est des cultures qui sont trop petites, des marchés trop petits pour pouvoir avoir des algorithmes qui sont dédiés à ce type de culture. Donc voilà, on a une démarche un petit peu plus large. Avec EcoRobotics, le business, c'est notre business actuel, c'est vraiment les pays que j'ai mentionnés avant. Mais on a aussi quand même cette idée un peu de développement un petit peu plus général. Ça va prendre du temps, on est une petite boîte, hein, on est 200, c'est une petite entreprise, et puis le marché est gigantesque. Oui. Vous parlez de votre concurrent, alors je ne sais pas combien il y a de sociétés dans le monde qui font ça, mais comme idée, aux États-Unis, c'est 10 fois, ils sont 10 fois plus grands, ils sont 10 fois plus petits,
Vous êtes leader pour une idée de... On est leader mondiaux aujourd'hui dans ce qu'on fait. On a des concurrents qui arrivent avec des technologies différentes. Les Américains ont à peu près notre taille, mais on a commencé avant eux, donc on a toute l'historique. En fait, dans l'AI, la clé, c'est vraiment l'entraînement d'algorithmes, c'est des données. On récolte des données depuis très longtemps. Donc voilà, même Bayer a développé un truc qui ressemble à notre machine, en se tirant un petit peu dans le pied, mais voilà, tout le monde est conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas balancer des litres et des litres de produits toxiques dans les champs pour faire pousser les cultures. Donc, on est un peu au début, je dirais au début de la vague, mais ça vient assez gros derrière. Donc, on doit courir vite. Demain, je suis chez le notaire pour finaliser un nouveau tour de financement qu'on est en train de boucler. Donc, on grille beaucoup d'argent. Et l'année prochaine, normalement, on devrait pouvoir commencer à vivre, être quasiment positif en termes de dépenses et de revenus. Mais c'est vrai que les startups, c'est le modèle des startups, on est beaucoup basé sur des investisseurs, donc ça demande beaucoup de moyens. Question pour les investisseurs. Est-ce que ce sont des investisseurs institutionnels ou bien c'est des gens qui le font pour... Enfin, on sait qu'il y a des fonds qui aident justement au développement, pour l'agriculture, etc. J'avoue que c'est un peu la mode, un fonds vert, un fonds ci, un fonds ça. Ou bien ce sont plutôt des gens de l'économie qui font au projet. Bon, nous, on n'est pas coté. Historiquement, dans la vie d'une start-up, ça commence toujours par les 3 F. Mon père, les amis, les petits trucs à gauche, à droite. Et après, c'est les business angels, donc des gens qui trouvent ce sujet passionnant, qui mettent quelques milliers de francs. Mais on est rapidement allé dans du venture capital, donc de l'investissement professionnel. Et aujourd'hui, nos investisseurs sont que du venture. Ou des family office, donc des gestionnaires de grosses fortunes privées. Un de nos actionnaires est par exemple le détenteur, l'héritier BMW, la famille Cohen, par exemple. Donc, mais sinon, c'est très institutionnel, c'est des fonds. On a même BASF qui est un de nos actionnaires. C'est intéressant où ils voient le potentiel, ils voient le risque pour leur business, mais ils voient aussi qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Donc, il y a un moment, il va falloir changer leur business model. Et leur potentiel sortie de tout ça, c'est de se dire, mais au lieu de vendre bêtement de la chimie à des agriculteurs, demain, je leur vendrai un service de désherbage ou un service d'application d'engrais. Il y aura beaucoup moins, mais il y aura un service autour. Voilà, par exemple. Donc, merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup, Aurélien. Tu restes pour l'apéro? Oui, oui. Alors, on pourrait aussi poser des questions après. On arrive à la fin de la soirée, mais encore un point très important, le plus important, et je m'adresse maintenant surtout aux étudiants. Donc, vous l'aurez compris, les prix Christophe Pralon et Olivier Cadot sont destinés à vous aider, vous, étudiants, à réaliser un projet social, entrepreneurial ou académique dans un pays émergent. Et quelques petites règles. Chaque projet doit être bien défini en termes d'objectifs, de modalités, de suivi et de viabilité. Vous l'avez vu, l'idée n'est pas juste que vous allez quelque part, vous faites quelque chose, vous partez et puis advienne que pourra. Donc, avoir quelqu'un sur place qui pourra continuer. Chaque proposition doit également montrer quel sens a le projet à la fois pour vous, étudiants, pour les populations visées, ça va de soi, et pour la connaissance des problèmes de développement sur le terrain. Un séjour dans le pays concerné est absolument nécessaire. Vous l'avez vu, pour ces 4 projets, il y avait toujours une visite dans le projet. Donc, vous avez compris aussi qu'il y a 2 prix. C'est le même jury, les mêmes conditions à remplir, etc. Il y a juste tous les étudiants qui sont candidats, qui sont immatriculés hors de l'UNIL seront considérés pour le prix Pralon uniquement.
Et puis tous les candidats immatriculés à l'UNIL seront considérés autant pour le prix Pralon que le prix cadeau. Il y a un jury, oui. Juste dire que c'est 10 000 francs, c'est par prix. C'est par prix. Deux prix de 10 000 Ah, francs. ouais, absolument, tu as bien fait. C'est 10 000 par divisible. Comme C'est on a vu, divisible. cette année, il y avait 4 projets parce qu'ils demandaient un petit peu moins. Et évidemment, il y a un jury qui évalue ces projets et qui décerne les 2 prix. C'est le même jury pour les 2. Et je vais demander aux membres du jury de 2024 de se lever et de me rejoindre devant, s'il vous plaît. Donc, on avait 2 représentants du monde académique, professeurs de HEC et de géosciences. On avait une représentante des étudiants. On avait un représentant de l'association des alumni HEC, une représentante de la Fédération vaudoise de coopération et du prix Pralon. Je leur ai demandé de se lever parce que maintenant, nous allons passer à l'apéro. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions. C'était eux qui servaient l'apéro. Non, alors ils sont déjà bénévoles, donc ils ne serviront pas en plus l'apéro, mais ils boiront l'apéro. Donc, si vous avez des idées concrètes ou même embryonnaires, hein, c'est pas besoin d'être déjà à une idée totalement aboutie, n'hésitez pas à aller vers eux, poser leurs questions, etc. et postuler avant le 15 janvier. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps pour bien réfléchir, ficeler, etc. Vous avez le QR code et vous trouvez aussi ça sur le site de HEC et du prix Pralon. Donc voilà, sur ça, moi j'aimerais remercier vous tous pour votre présence, surtout les lauréats d'avoir pris le temps de venir et de partager ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté. Aurélien, merci beaucoup d'être parmi nous et pour ton partage. Évidemment, les membres du jury pour leur engagement. Donc merci à tous et je vous propose de passer à l'apéritif qui nous est gracieusement offert à la faculté des HEC.